des eaux usées. Elle est aussi membre de plusieurs réseaux sur l'environnement au niveau local et au niveau mondial. Elle va parler de la société et comment la société pourrait opérer pour favoriser la justice climatique. Elle aura 15 minutes 10 minutes et après, on aura une séance de questions et réponses. Abir, à vous la parole. Merci beaucoup à tout le monde. Je voudrais vous accueillir tous. Je suis très contente d'être avec vous dans cette réunion pour parler des méthodologies et des outils que la société pourrait utiliser afin d'avoir des engagements pour arriver à la justice climatique pour tous. Quand on parle des luttes des communautés pour réaliser la justice climatique. Ici, on parle de méthodologies différentes et des outils différents pour réaliser cet objectif au niveau international ou national. La première méthodologie qu'on pourrait suivre, c'est la mobilisation pour le changement et le réseautage avec différentes parties prenantes afin d'arriver à notre objectif vers lequel nous travaillons. Et une autre méthodologie, c'est la résistance, afin d'arrêter toute violation qui mène au changement climatique. Par exemple, les pratiques par les sociétés, par exemple, les activités avec, par des grandes sociétés, des stratégies et des politiques qui pourraient affecter l'environnement de façon négative, qui doivent s'arrêter. On doit résister à cela. On doit sanctionner toutes ces politiques. Et la troisième méthodologie, c'est transformer. Il faut changer de méthodologie. Il faut arriver à des solutions qui vont promouvoir ou qui vont arrêter le changement climatique. On pourrait utiliser plusieurs stratégies pour aborder ces erreurs. Quand on parle des luttes de la société, on a besoin du réseautage et on doit mobiliser pour pouvoir avoir les moyens qui respectent l'environnement. On va parler du réseautage pour comprendre plus ces problèmes et pour identifier les forces et les faiblesses des systèmes et connaître qui sont nos alliés et vers qui est-ce qu'on doit aller et qui est-ce qu'on doit adresser et qui représente les groupes qui sont affectés. Avec ces méthodologies et ces outils qu'on devrait utiliser de façon adaptée à chaque question et on doit décider qu'est-ce qui est convenable. On doit être très sûr sur le rôle. On doit euh, prendre ou jouer pour réaliser nos objectifs et nos cibles avec des méthodologies et des outils qui sont très clairs. Les militants environnementalistes, comment est-ce qu'ils peuvent réseauter, comment est-ce qu'on peut tisser des liens avec nos alliés, qu'est-ce qui pourrait être fait pour construire des alliances au niveau régional, par exemple. Les médias sont importants aussi. On doit à chaque fois attirer les médias pour qu'ils nous aident à arriver à ce changement ou à pousser vers ce changement. Il y a plusieurs exemples dans les communautés, dans la région arabe et aussi la région du Moyen-Orient et aussi en Afrique. Nous avons ici de l'expérience de la Tunisie. Il y a des efforts par la communauté pour l'éco-agriculture et nous sommes en train de mobiliser euh, pour prendre des actions, des vraies actions
en faveur de l'environnement. Par exemple, avoir une banque de semences, des semences qui s'adaptent au changement climatique et qui sont résistants. Euh, et nous avons aussi des témoignages de réussite sur les technologies qu'on pourrait utiliser avec les communautés. Par exemple, euh, pour la récolte, pour l'irrigation, euh, pour aussi protéger le sol de l'érosion et pour aussi s'éloigner de ces engrais chimiques. Et aussi, quand on travaille sur les politiques, on a besoin d'utiliser l'éco-agriculture sans utiliser des produits chimiques. On a un autre exemple ici qui est l'Égypte. L'Égypte est le premier pays, je vais dire, ou le pays qui est le plus affecté par la désertification. Euh, et selon les recherches et selon les statistiques de la Convention des Nations Unies et des résolutions pour combattre ce changement climatique. Et en effet, l'Égypte essaie de combattre la désertification et diminuer la salinité du sol. Donc, ils ont un problème avec la sécheresse et ils font les réseautages avec les alliés pour trouver des applications pour pouvoir faire face à ce problème. Une autre expérience, c'est en Jordanie, où il y a la mobilisation et le lobbying vers avoir des lois actives et des régulations pour protéger des forêts. Et en effet, nos collègues ont parlé de cela et de ces actions de mobilisation et de lobbying en Jordanie afin de concevoir des lois qui pourraient protéger des forêts en Jordanie. Et nous avons des efforts qui ont été faits pour protéger l'Algérie contre les effets du changement climatique. Il y a eu des incendies de forêt euh, qui a endommagé beaucoup de forêts, qui a détruit beaucoup de forêts. Et des communautés sont en train de se mobiliser afin de trouver des méthodologies pour contrer ou pour gérer ces situations et mitiger les dommages. Une autre expérience, c'est ce qui s'est passé récemment en Libye. Il y a eu des inondations qui se sont passées et qui ont détruit beaucoup de zones, beaucoup d'endroits en Libye. Et après cela, euh, il y a eu beaucoup d'efforts pour gérer tel désastre naturel et d'avoir des stratégies euh, euh, pour gérer les dommages qui viennent avec des inondations. Et avoir des inondations annuelles, on va avoir la possibilité que ça va se passer annuellement. Donc, les OSC essaient beaucoup de trouver des mesures de mitigation ou d'atténuation pour aborder tels problèmes et désastres comme les inondations en Palestine. Nous trouvons que on a toujours des problèmes au nord du de Palestine, où on a des inondations et on doit attendre que l'eau évapore parce que l'eau ne coule pas. Et il y a des exemples et des témoignages qu'on pourrait montrer. Vous voyez la photo en bas où on a créé des canaux qui pourraient collecter l'eau
et pour mettre ça en utilisation après, pour conserver sous-sol et l'utiliser après. Telle technique était de très bonnes techniques pour pouvoir mitiger les effets négatifs des inondations. Et on peut utiliser cela quand il y a des pluies. Et qu'est-ce que les jeunes font? Et quelle différence est-ce que les jeunes pourraient apporter dans la sphère du changement climatique, hein? Donc, c'est un rôle très important. En effet, ils font beaucoup de travail dans beaucoup de pays où vous allez trouver que dans plusieurs pays, il y a des jeunes qui essaient de changer des politiques et apporter leur voix. Il y a beaucoup d'efforts qui sont menés par des OSC pour sensibiliser les jeunes et créer des outils, et les outils qu'ils utilisent pour faire le lobbying. Des outils variés, par exemple, après le sommet de la jeunesse sur le climat, beaucoup de pays, et ça c'était avant le sommet du climat au niveau international, ils avaient déjà fait beaucoup de travail, beaucoup de lobbying et nous focalisons sur les jeunes pour sensibiliser le public sur les questions de climat. Nous allons maintenant parler d'une autre méthodologie, ce qui concerne sur l'expérience du Maroc avec l'énergie solaire et qui les aide à ne pas trop dépendre sur l'énergie fossile. Et je voulais dire, quand on met en place des projets majeurs comme ça, il y a d'autres questions à considérer. Par exemple, l'utilisation de la terre pour ne pas affecter ou qu'on ne fasse pas ça en dépit de l'environnement pour causer la déforestation, par exemple. Et on a aussi d'autres expériences en Palestine qui est en progression vers d'autres énergies et on intègre aussi le genre, la question de genre dans ce mouvement vers l'énergie propre. Et j'espère que la guerre va se terminer au Gaza le plus tôt possible et qu'on aura la paix pour tout le monde et que nos peuples qui sont dans notre cher Gaza, vous voyez des photos ici des femmes palestiniennes qui travaillent comme personnel technique et qui ajustent les panneaux solaires et qui connaissent euh, comment opérer ou comment gérer ces stations d'énergie propre. Et nous travaillons aussi pour euh, développer les capacités des femmes. Et nous travaillons avec les décideurs et les autorités pour développer les capacités des femmes. Et dans cette transition vers l'énergie propre, on doit aussi prendre en considération les besoins des communautés. L'énergie doit être dans la main des communautés et ça ne doit pas être restreint à des grandes corporations ou des grandes entreprises. On doit avoir la justice pour la communauté aussi. Et cela doit convenir aux besoins de la communauté, aux besoins de la communauté marginalisée. Et le contrôle de cette énergie doit être dans les mains de ces communautés et ne pas être dans les mains des grandes société. Une autre stratégie, c'est résister et arrêter la pollution.
Donc, Abir, il faudra synthétiser un peu, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je parlais de la résistance des multinationales. Demain ou après-demain, on aura cette campagne, surtout pendant la réunion sur les droits de l'homme auprès des Nations Unies. Et on va lutter contre ces multinationales. Et notre rôle ici, c'est pour influencer ces accords, pour qu'on prenne en compte nos besoins et obliger ces multinationales qui causent beaucoup de pollution à changer ou à considérer nos pétitions. Et le mois prochain, on va essayer encore de faire une campagne pour pousser les pays à dépendre moins aux carburants fossiles pour réduire cette dépendance à l'énergie fossile. Étant un pays, voici un exemple de l'approche juridique où on est passé par les tribunaux pour gagner. Donc, la loi française a été suivie euh, et cela a été mené par Friends of Land de l'Ouganda, c'est une ONG, pour rendre responsables les compagnies pétrolières en Ouganda et ils ont eu beaucoup de réussite en 2017. Après, nous avons des outils de campagne et de lobbying. On doit passer par des rapports de presse, des films, des journaux et tout cela. Et pour utiliser aussi des influenceurs, comme c'est la tendance en ce moment. Et je voulais conclure en disant que le changement climatique menace la vie des milliards de gens dans le monde et cela blesse le plus les pauvres. Mais les solutions de ces crises sont dans nos mains et on doit aborder ces questions rapidement, de façon équitable pour réaliser le changement et la justice climatique pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abir, de nous avoir donné des exemples sur les actions de participation et de rapport et de nous avoir donné des exemples de comment promouvoir la souveraineté alimentaire. Nous voulons aussi dire que, au nom des membres de HIC et des organisations de la coalition, nous sommes solidaires avec vous car ce que vous subissez en ce moment, vous devez continuer à mener cette bataille pour que la situation puisse changer de, pour que la situation change de mieux. Maintenant, nous allons accorder la parole à Astrid et puis par la suite, nous allons conduire une session questions-réponses juste à cause des contraintes de temps. Je vais présenter Astrid très, très rapidement. Astrid vient de la Colombie et elle est aussi mexicaine. Elle est avocate avec l'expertise dans le droit de l'environnement, des droits humains et le changement climatique et l'intersection entre ceux-ci avec une perspective justice climatique, diversité, équité et inclusion. Elle a travaillé pour et avec les communautés et les peuples autochtones en Amérique latine, contribuant à la protection de leurs droits et leur territoire au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Pérou. Elle a été consultante pour les Nations Unies, Greenpeace International et les fondations.
Elle collabore avec la clinique de justice environnementale Berta Cáceres de l'Université ibéro-américaine. Elle a obtenu son diplôme de droit de l'Université de Bogota et elle a une maîtrise du droit comparatif venant de l'Université de Floride. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet touchant sur les interconnexions qui peuvent se faire dans les régions et au travers des régions. Elle aura 15 minutes pour sa présentation avant qu'on ne passe à la question-réponse. Alors, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir fait partie de cette euh, session et je vais vous partager quelques réflexions. Et je vais vous donner juste un court aperçu des priorités pendant 10 minutes. Nous allons commencer à parler de la justice climatique pour voir comment prioriser nos actions. Et pour ce faire, il faut comprendre les causes profondes de la crise climatique auxquelles nous sommes exposés. J'ai la conviction que la première étape elle est cruciale. Cet événement est très important car les gens qui travaillent sur terrain comprennent les enjeux et partout au monde, c'est la même situation. Nous comprenons, nous tous, les causes profondes qui causent la crise climatique. Je vais vous rappeler que quand nous parlons d'une crise climatique, nous parlons aussi d'une crise qui affecte la civilisation. Et par ça, je dis, si nous faisons la réduction des émissions de carbone et faire les activités de reboisement des grosses parcelles de terre, c'est une très belle mesure pour lutter contre le changement climatique. Nous luttons aussi contre le patriarcat. Nous luttons contre la conquête des espaces naturels, sans oublier les activités extractivistes qui promeuvent la discrimination et l'exclusion systématique. Nous devons aussi parler de toutes ces réalités. Il faut savoir où nous sommes actuellement pour éviter les fausses solutions qui reçoivent qui font un très grand écho et trouver des solutions approfondies et bien détaillées. C'est quelque chose à laquelle Abir a fait référence. Comment pouvons-nous aussi ajouter une approche féministe en ce qui concerne le soin? Pour commencer ma présentation, je voudrais vous rappeler comment cette crise a commencé. Il faut retourner au passé. Le changement climatique touche les quatre coins du monde à différents niveaux et il a été conclu scientifiquement. Quand je vous parle de la science, je pense que nous devons aussi considérer la science occidentale, quelque chose qui a été fait par mon centre, le CCP, mais sans oublier la science autochtone et la science traditionnelle, car ça va au-delà des réalités. Même au niveau de la GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC a reconnu que les activités humaines sont les causes profondes des changements que nous avons, les causes profondes de ce changement climatique que nous vivons. Malgré les milliards de dollars investis et les nombreux efforts conduits par les gens, depuis que j'ai commencé à travailler sur ce domaine, je vois toujours une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ce qui me motive à réfléchir sur comment nous pouvons agir différemment. Basé sur nos réalités, à ce jour, comme Emmanuel a évoqué et Abir a aussi réitéré, les CDN nous conduisent à un scénario fatal de réchauffement climatique qui va se lever au-delà de 3 degrés Celsius. Et il faut avoir des efforts concentrés pour atteindre le maximum de réduction possible conduit par la science occidentale qui est à 1,5 degré Celsius. Et il faut se poser la question, qui en est responsable? Les gouvernements, les États,
les entreprises privées, le secteur privé en son entièreté, l'industrie agricole et aussi les citoyens, les peuples même. Le changement climatique est un résultat direct de la consommation excessive des produits. J'ai inclus ici les 20 pays avec les plus grosses émissions et qui contribuent les plus au changement climatique afin que nous puissions voir nos priorités. Cette liste a été créée par une ONG qui a documenté les grosses entreprises pollueurs de l'histoire. Commençons par les années 1800. La plupart de ces entreprises sont à la fois privées et publiques. Ils se trouvent dans la région arabe, mais aussi en Amérique latine, comme Petrobras au Brésil et Pemex au Mexique. Parlant de l'injustice climatique, ça relève de l'inégalité. Je vais vous rappeler, 10% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions. C'est très important d'avoir ce chiffre lors de la définition des priorités. 8 sur les 10 pays les plus touchés se trouvent en Amérique latine, ce qui est honteux. Nous ne pouvons pas traiter le changement climatique indépendamment de la violence et la pauvreté que nous connaissons. Parlons maintenant des fausses solutions que nous devons aborder. En termes de renforcement d'une solution approfondie venant du Sud, ce n'est pas seulement une approche féministe ou féminine des femmes, mais avoir la connexion avec la terre, avec la nature. Souvent, c'est une notion qui est tenue pour acquis. Nous devons adopter cette notion. La connaissance autochtone de beaucoup de pays du Sud et les communautés locales ont des connaissances que nous pouvons aussi utiliser. Il faut aussi prioriser la concurrence. Souvent, nous parlons de la justice climatique et de changement climatique, mais on dit il, il faut vaincre. Il ne faut pas vaincre une guerre, il faut trouver la paix et des espaces de collaboration et sauvegarder toutes les connaissances autochtones, toutes les connaissances traditionnelles, souvent qui sont considérées comme la magie ignorante. Mais il existe des connaissances qui contiennent des solutions temps requise. La justice climatique parle de l'égalité, ce qui est un élément très essentiel à se rappeler. Il faut aussi se servir des outils disponibles tant national que sur l'espace international. L'année dernière, le Conseil des droits humains a adopté une résolution reconnaissant le droit à un environnement sain, propre et durable. Et aucun des États présents à l'Assemblée générale des Nations unies n'est voté contre cette résolution venant du Conseil des droits humains des Nations unies. Donc, en termes des principes des droits humains, nous parlons de l'universalité, indivisibilité, interdépendance, non-discrimination et non-agression. C'est facile à dire qu'à faire en termes de ces principes, mais nous devons continuer à faire un effort. Mais comme Emmanuel et Abir nous ont aussi dit, il existe une multiplicité de solutions qui existent pour nous permettre de protéger des droits humains. Voilà la liste des droits les plus affectés. Et en conclusion, je vous rappelle qu'il existe une liste spécifique des obligations applicables aux États qui sont juridiquement contraignants tant au niveau des Nations unies sur le plan international et localement au niveau des États. Les États sont responsables de respecter, protéger, prévenir et garantir la protection des droits humains. Autre obligation essentielle, c'est la régulation, la supervision et le contrôle des activités qui ont un potentiel de porter atteinte à l'environnement. J'ai la conviction qu'en Amérique latine, le plus grand cadeau donné par la Cour interaméricaine des droits humains, c'était l'interprétation de la notion d'extraterritorialité. Et par ce, je dis qu'il existe des préjudices qui vont au-delà des frontières étatiques.
et les États peuvent être tenus responsables à l'international pour toute violation des droits humains tant qu'il y a, tant qu'il y ait les contrôles spécifiques de ces décisions. Cette décision de justice a aussi été accueillie par le Comité chargé des droits de l'enfant, la CDE, au niveau des Nations Unies, lors d'une assise contre cinq États. Fin de jour, la priorité, c'est de se rappeler de cette approche féminine, d'arrêter le concours entre nous et commencer à collaborer. C'est difficile, mais nous sommes sur la bonne voie. En plus, il faut se rappeler qu'il existe beaucoup de cours nationales, internationales et régionales pour nous permettre de mettre en œuvre toutes les décisions pour effectuer le changement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Astrid. Ce que vous venez de nous partager est très intéressant car vous nous offrez une panoplie d'outils pour nous permettre de continuer à travailler. Vous nous partagez des outils et des ressources juridiques que nous devons connaître afin de pouvoir accéder à toutes ces marges de manœuvre, d'action. Je sais qu'il y a des gens qui s'attendent à la session questions-réponses pour lever leurs mains. Je vois beaucoup d'activités qui se font dans la boîte de discussion. Mesdames et messieurs, nous sommes à la phase de partage des stratégies et expériences communes qui seront utiles pour nos régions. Nous sommes dans l'espace ouvert de questions-réponses. Si vous voulez contribuer, levez la main et soyez conscient des autres intervenants qui souhaitent s'exprimer. Sami Al-Nagar, allez-y. Que la paix soit avec vous. J'espère que je suis audible. Oui, bien sûr. Je m'appelle Sami Al-Najar de Yémen. Je viens d'une fondation qui travaille pour les droits des jeunes. Je viens d'écouter les présentations d'Emmanuel, d'Abir et d'Astrid. J'ai beaucoup aimé les stratégies qu'ils ont partagées qui encouragent les gens de travailler pour combattre les effets de changement climatique. Cependant, dans les zones où il y a la guerre, nous subissons beaucoup de difficultés car il y a beaucoup de changements au niveau de l'environnement et au niveau du climat. Et la première des raisons, ce sont les matériels explosifs qui sont jetés en plus des mines terrestres, sans oublier le manque de politique. En sus de cela, il y a l'absence de la sécurité pour la mise en œuvre de toute activité qui aiderait la mise en œuvre. Et car dans les pays en guerre, il n'existe pas d'organisations locales qui peuvent mener à la coopération. J'espère qu'il existe des stratégies claires de travailler dans les zones qui connaissent les conflits sévères ou les pays qui ont le fort potentiel d'être victimes des catastrophes naturelles et aussi d'être victimes des effets de la guerre. Toutes les stratégies partagées sont des stratégies à mettre en œuvre dans des pays en sécurité, mais dans des pays qui ne sont pas en sécurité et en stabilité. Que faire? J'espère qu'il y aurait des éclaircissements venant des deux intervenants pour nous partager davantage d'expérience. Je vous remercie. Adriana, Aurélie, je vois Aurélie a levé sa main. Aurélie, allez-y. Merci beaucoup, Hala. Mon commentaire est assez bref et j'ai une question pour Abir et Astrid. Mon commentaire tourne autour de la problématique que nous discutons. Dans quelle mesure est-ce que les engagements étatiques s'appliquent pour la lutte ou s'appliquent à la crise climatique? Je vais me servir de l'exemple du Mexique.
INGENERA, c'est une organisation alliée de HIC et cette organisation a conduit une étude sur le changement climatique. Et le rapport GIEC a dit que malgré le fait que le Mexique ait augmenté son allocation pour les effets de lutte contre le changement climatique, il semble que cette augmentation de ressources ne va pas aux actions qui sont directement liées au changement climatique. Les budgets sont alloués aux activités prioritaires, comme les échanges commerciaux, qui a contribué à la dévastation de la zone du sud-est du pays, ainsi que le programme Simrado Vida qui a eu des effets dévastateurs au niveau de la population. Il existerait d'autres exemples dans d'autres pays. Les gouvernements nous disent souvent qu'ils font quelque chose en la matière, mais en réalité, qu'est-ce que vraiment nous soutenons à travers nos budgets nationaux? Nous voyons que nous sommes très loin du respect de nos engagements de lutte contre le changement climatique. Et ma question pour Abir et Astrid est la suivante. Qu'est-ce que vous pouvez recommander sur votre expérience à nos organisations et à nos alliances afin de démasquer ces fausses solutions? Comme Astrid nous a dit, il existe de nombreuses fausses solutions à la lutte contre le changement climatique. Il est difficile de le comprendre au niveau communautaire. Parfois, nous ne comprenons même pas l'échafaudage budgétaire si j'ose le dire ainsi, au niveau technique. Comment les gouvernements cachent des gros financements pour lutter soi-disant contre le changement climatique. Quelles recommandations pouvez-vous nous donner pour que nous puissions aussi tirer profit de ces expériences? Merci bien. Eh bien, Abir, Astrid, qui souhaiterait répondre à la question posée par Arélie? Merci beaucoup, Abir. Vous avez la parole. Merci bien. En ce qui concerne à l'intervention de mon collègue yéménite, je suis d'accord que les guerres constituent une principale source des émissions de gaz à effet de serre et les guerres déterminent la mise en œuvre ou la non mise en œuvre d'un certain nombre de mesures adaptatives. Il existe un accord international qui parle des armes. Vous pouvez faire référence à cet instrument au niveau de vos pays et vous pouvez vous servir de ces accords afin de demander des comptes auprès des auteurs qui continuent à employer ces armes qui sont prohibées. Vous pouvez aussi utiliser ou vous référer de ces instruments pour que les partis étatiques puissent honorer leurs engagements et vous pouvez aussi imposer des mesures de punition en cas de violation. Nous voulons utiliser les outils de plaidoyer, les soumettre à un grand nombre de foires internationales afin de démontrer les violations liées aux droits humains. En ce qui concerne la question posée par Arélie sur les mesures adaptatives, il faut revenir et il faut que nous analysions il faut que nous analysions les engagements et les lois pour que ces éléments, ces mesures soient conformes avec les bonnes mesures et les bonnes solutions d'adaptation au changement climatique. Il existe de nombreux engagements que les gouvernements conduisent et qui ne sont pas les bons, qui constituent les fausses solutions
à la lutte contre le changement climatique. Au niveau de la société civile, il faut revoir les engagements internationaux et il faut demander l'allocation des plus grosses allocations budgétaires et enveloppes budgétaires au niveau national et au niveau international. Il existe des mouvements communautaires qui demandent au gouvernement d'octroyer au ministère de l'Environnement et au ministère chargé de lutte contre le changement climatique de responsabiliser ces entités pour mettre en œuvre les mesures d'une façon efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abir, pour ces réponses. Pour le Mexique, l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face est que le Mexique a, au niveau international, euh, a été un champion sur le climat depuis 2010 jusqu'en 2018, quand cette administration est arrivée au pouvoir, quand on a arrêté la plupart des initiatives. L'une des choses qui ont été mentionnées par Abir, c'était la mobilisation et le partenariat dans des mouvements différents. Et je crois que ça, c'est important. Et il y a d'autres personnes qui ont dit que, selon leur contexte, la mobilisation et l'établissement des rapports n'est pas possible, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. Au Brésil, par exemple, sous actuelle, nous avons d'autres informations et cela demande que nous soyons créatifs comme mouvement. Emmanuel a parlé de définir ou de parler des problèmes majeurs dont on ne parle pas toujours. L'un des problèmes, c'est que mouvements sociaux travaillent toujours en silo et en isolement. Au Mexique, comme dans d'autres pays, on doit venir ensemble et rendre nos voix plus fortes pour que ce soit mieux entendu. Surtout pour le Mexique, euh, nous devons parler de comment ces projets prioritaires affectent la population. L'un des facteurs est que l'un des projets comme Brandon Vida a été exporté au Triangle du Nord, ce qui est critique parce que cela va contribuer à la déforestation. Le Mexique a aussi promis euh, au Guatemala et à d'autres pays de renforcer l'industrie pétrolière. On doit lutter contre les illégalités dans les mouvements. L'une des questions qui ont été posées par Emmanuel à Emmanuel, et je reviens sur un sujet dont j'ai parlé avant, c'est de lutter contre ces inégalités et ouvrir ces espaces à ces personnes qui ont été les plus affectées par les effets négatifs. Des fois, ils ont des solutions à ces problèmes. Et ces opportunités ou ces faiblesses sont exploitées par les personnes que nous connaissons. Mais nous devons donner la voix à des peuples qui peuvent nous donner d'autres solutions plus utiles. Nous devons également commencer le litige stratégique pour le climat et je crois que les organisations doivent être au centre de tout processus parce qu'il y a beaucoup de processus gérés par des personnes qui ont beaucoup d'influence. On doit réfléchir sur ces questions. On doit réfléchir aussi sur les personnes qui financent ces projets. Au Mexique et dans d'autres pays,
et ces personnes euh, qui doivent être amenées à la responsabilité ou qui doivent être tenues comme redevables. Merci Astrid. Vous nous donnez beaucoup d'idées pour pouvoir avancer. Une question. Ces personnes qui ont levé leurs mains après l'intervention d'Emmanuel, est-ce que vous voudriez toujours poser des questions en plénière? Divine, vous avez la parole. Si vous voulez poser une question, levez votre main parce que je ne pourrai pas vous voir autrement. Divine, vous voulez toujours poser votre question en plénière? Anna Pasteur avait une question aussi. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Enrique Frota, allez-y. Et après Enrique, nous aurons Edmond. Merci beaucoup, Élise. Euh, les collègues, je voulais prendre cette opportunité pour remercier Abir et Astrid pour leur intervention. Et je pensais des similitudes potentielles entre les contextes régionaux qui ont été présentés récemment et, à mon avis, une chose qui est importante pour HIC, c'est le droit à la terre et à l'habitation et aussi les impacts qui affectent les populations à cause du changement climatique, ce qui est lié aux vulnérabilités et les effets négatifs sur les droits humains et aussi les droits de logement. Et dans la plupart du temps, euh, ces communautés sont détenteurs de ces ressources qui est l'eau et la terre. Quel est le lien entre ces systèmes différents qui violent les droits humains de ces communautés dont on parle? Parce que je pense que la crise climatique ne sera pas résolue si avant de changer les systèmes de l'appropriation des terres, parce que les groupes privés ont souvent beaucoup de pouvoir et ils s'approprient la terre, mais les communautés sont au cœur de la conversation. Voilà mon opinion, mais je voulais entendre ce que vous dites sur cela. Merci beaucoup pour votre question et c'est une question très potentielle pour la réflexion et pour travailler vers trouver des stratégies qu'on aimerait voir générer dans ces espaces de co-apprentissage. Ce serait le type de question qui est ouvert à tous les participants, mais entre-temps, on va passer la parole à Desmond. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, nos chers intervenants. C'était une réunion, cela a été une réunion informative et j'avais une question que je voulais passer à Emmanuel, mais grâce au temps, il y a l'opportunité maintenant. Parce que, docteur Emmanuel, dans votre présentation, vous avez reconnu le besoin de réseauter dans les activités euh, euh, du, du climat, parce que ces communautés et ces organisations qui travaillent au niveau local n'ont pas vraiment la capacité. Et c'est assez difficile pour accéder au financement, pour financer ces activités, que ce soit dans l'adaptation ou dans d'autres activités. Oui, nous savons que la justice climatique, dans la justice climatique, nous parlons de l'équité, par exemple, mais cela devient très difficile pour les organisations communautaires et aussi la société civile à accéder le financement pour mettre en place
des activités sur le changement climatique. Dans votre expérience à travers des années, qu'est-ce que vous pensez est la meilleure façon d'agir ou de procéder? Parce que comme moi, je n'ai pas encore vu la possibilité pour franchir ce défi. Merci beaucoup, Edmond. Vous avez raison qu'il y a une barrière. C'est un défi qui date de quelque temps. C'est un défi qui existe depuis quelque temps, mais je voulais dire à cet stade que les modalités de financement pour l'action climatique, que ce soit le fonds de l'adaptation, le fonds du climat vert, le fonds sur l'avancement technologique, cela commence à évoluer. Donc, les modalités pour le financement du climat commencent à reconnaître d'autres parcours pour l'accréditation au niveau sous-national et presque tous ces instruments étaient conçus pour les organisations étatiques où les ministères, les ministères allaient être les parcours principaux. Donc, tout ça est en train de changer. Nous sommes dans le voie de changement parce qu'il y a eu beaucoup de plaidoyers et même les bailleurs de fonds commencent à reconnaître qu'on ne pourrait pas délivrer de résultats sans ce sont les organisations communautaires et les ONG. Le paysage change et on commence à reconnaître les organisations. La chose principale ici, la chose critique, c'est l'accréditation. Comment est-ce que les ONG pourraient franchir des barrières pour y arriver? Par exemple, nous avons UNDP dont la, la plupart des organisations cherchent du financement qui sont proposés par UNDP. Je voulais dire qu'il y a des opportunités de financement. C'est comme une mine. Il faut chercher, il faut creuser pour trouver ces opportunités. Et je pense que la plupart des ONG ne mettent pas assez d'efforts dans la recherche mais si on ne considère pas les compétences dont on a besoin, on ne pourra pas trouver les financements. Donc, je vais demander à chaque ONG d'investir sur ses compétences de rédaction, des propositions, parce qu'il y a des appels qui arrivent et on ne les a pas vus, on ne les a pas cherchés et on n'est pas préparé à y répondre. L'autre chose que je voudrais proposer ou encourager, des fois, on pense qu'on a besoin d'1 million de dollars pour délivrer. Et ou si on n'a pas beaucoup d'argent, on ne pourrait pas délivrer. Je voudrais vous dire que ce serait important de développer aussi plusieurs échelles de programmes et interventions qui correspondent à des budgets différents. Comme cela, vous n'êtes pas découpé par les critères et cela va vous pousser aussi à commencer à penser de comment on pourrait faire avec le peu qu'on a en termes de ressources financières. Et on doit continuer avec cet esprit de développer des programmes et faire beaucoup pour la communauté. Il y a de la croissance dans ce mouvement pour le financement des secteurs privés. Et c'est un challenge en Afrique, par exemple, mais c'est un challenge, mais il y a ces organisations qui sont partants pour financer à travers des activités de responsabilité corporate. Donc maintenant, on pourrait essayer et aborder ou essayer de se proposer pour ces autres fonds. Il y a beaucoup d'autres idées qui pourraient arriver, mais on ne peut pas tout citer en ce moment. Mais le paysage change et l'accès vient.
et vous devez vous préparer avec les compétences pour pouvoir y accéder. Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois que nous avons entendu toutes vos réponses, toutes vos idées et surtout vos conseils sur comment travailler sur le terrain. Deux points importants, Estrade et Artouk. Estrade a parlé des projets qui sont financés et mis en œuvre euh, sous l'égide de climat et des espaces verts. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose, que ce soit que ça viole des droits humains, on va juste mettre les mots durable et vert et ça va être financé. Mais pour moi, c'est une question qui me donne la doute. Quand je vois le mot vert, on se dit, on doit se demander qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces endroits. Si ce sont des grands projets financés par la Banque mondiale et d'autres fonds, si on veut vraiment faire le travail, si on voulait continuer à travailler, comme Enrique a dit, il y a d'autres qui violent euh, la terre, l'environnement, la terre et les logements. Donc, on doit se dire que rien ne va se passer si on ne s'aligne pas pour rendre responsables ces personnes et collecter de l'information. Et on peut seulement faire cela quand on aura collecté les informations comme on souhaite. On pourrait arriver à cela avec l'aide des sociétés en coordination avec les communautés. Un autre point est qu'il y a des organisations qui avait des titres pour leur réunion, durabilité, des sujets sur l'environnement, des mots attirants. Mais quand arrive pour entendre leur vrai travail, on voit qu'on ne peut pas travailler avec eux et la communauté ne peut pas travailler avec eux et ils ne sont pas tenus responsables. Il y a la force dans les communautés. On doit renforcer les communautés. On ne pourrait pas parler de la justice alors qu'il y a la violation des droits de nos peuples au niveau de l'environnement. On doit, on doit concevoir quelques règlements. Comment est-ce qu'on pourrait travailler sur terrain de façon durable? Comment est-ce qu'on pourrait faire du travail qui est clair pour la justice climatique? Les gens ont l'information et l'information de base, on pourrait se servir de cette information comme outil pour avoir du succès sur le terrain. On a besoin de travailler avec et pour. Astrid a parlé de cela, mais je voulais dire que nous avons des processus différents, mais l'un, c'est le financement. On doit contrôler le financement, surtout l'argent qui va venir au pays du Sud. Normalement, ça vient comme des subventions et c'est un désastre. Et l'autre chose, c'est que les communautés sont un trésor. Astrid, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci, Ala, d'avoir soulevé ce point. Nous savons que, pardon, j'espère que vous m'entendez. Pardon, on avait une interruption avec l'interprétation en arabe. J'espère qu'on s'entend mieux maintenant. Oui, tout va bien.
Là, vous avez dit comment c'était important pour nous de protéger les communautés. Et on doit protéger les agences communautaires. Nous savons que les personnes les plus vulnérables ne sont pas seulement des victimes, mais aussi des protagonistes du changement. Comme Henrik a dit, la protection de la terre est une chose importante. Je voudrais vous rappeler que la crise climatique, c'est une symptôme de cette maladie dont la planète souffre qui a été causée par le capitalisme. Comme vous savez, il y a beaucoup de pièces de preuves scientifiques qui montrent que les forêts sont protégées, surtout par les communautés. Et il y a des communautés autochtones qui travaillent beaucoup pour protéger ces espaces. Donc, pour revenir au collectif, c'est très important parce que notre terre chauffe. Et je voudrais revenir sur ce que Emmanuel a dit. Il y a le besoin d'identifier le maximum de solutions. On a vu ça pendant Covid. Et ce qui nous a protégés pendant Covid, étaient nos réseaux locaux. J'aimerais soulever ce point encore parce que on doit arrêter de faire les mêmes choses à chaque fois parce que les solutions ne vont pas provenir des grands projets ou des sociétés. Parce que c'est eux qui nous ont poussés jusqu'où on est aujourd'hui et on doit nous trouver des solutions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué jusqu'ici. Je crois que nous avons eu plus de clarté et beaucoup d'astuces pour créer nos stratégies. Je voudrais passer la parole à Diana pour pouvoir fermer cette séance. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup à nos intervenants. J'aimerais apprécier Emmanuel, Astrid et Abir pour leur présentation et aussi aux participants pour les bons commentaires et le feedback que vous avez donné. Je voudrais faire ma conclusion dans euh, 2, 3 minutes. Donc, je vais partager mon écran et pour partager les activités prochaines. Donc, tout d'abord, nous voudrions entendre de votre part pour nous aider à améliorer ces sessions. Vos feedbacks nous ont aidés à améliorer les séances. Ce formulaire vient en langue différente et on va continuer à partager cela par mail. L'autre chose, c'est que la session 4 sera très intéressante. Nous allons conclure la quatrième espace de co-apprentissage. Ce n'est pas la fin des discussions. Donc, il ne faut pas rater cette discussion. Ce sera au même moment. Il y aura des conversations menée par Patricia Watinema, Hala Barakat, qui est amie de HIC, et notre présidente Adriana, qui a mis tout cela ensemble. Donc, inscrivez-vous et n'oubliez pas d'assister. Et pour la quatrième session, nous voudrions entendre de votre part. Nous avons Google Classroom où nous avons des conversations pendant les réunions. Nous avons 2 questions pour vous. Quelle est votre demande sur la stratégie du plaidoyer par HIC sur la justice climatique? Ce sont des choses que nous avons discutées déjà pendant la réunion aujourd'hui, mais continuez à contribuer. L'autre chose, c'est quelle est votre demande par rapport à la COP 28? Et n'oubliez pas, dans le mail que nous avons envoyé, il y a le lien vers Google Classroom et nous serons contents d'entendre de votre part. Nous allons conclure la réunion dans les 2 minutes et j'aimerais réitérer que
Nous sommes en solidarité avec nos frères et sœurs à Gaza et en Palestine en ce moment et nous voudrions exprimer notre esprit de solidarité en ce moment et nous joignons au reste du monde pour demander le cessez-le-feu et aussi dénoncer la complicité du silence de l'Ouest et pour vous rappeler que nous sommes ensemble et nous nous envoyons notre amour, notre force et ensemble, on va arriver à avoir la paix. Merci beaucoup et on aimerait apprécier Abir qui a été avec nous malgré la situation et qui a cherché le temps d'être avec nous. Il nous reste 1 minute et je ne vois pas de main levée. Donc, je vais vous inviter à faire ce qu'on fait d'habitude, souriez pour qu'on puisse prendre une photo. C'est comme notre photo d'école, de classe. Souriez, activez les vidéos et souriez bien pour la caméra pendant 5 secondes. On y va. Encore 1 seconde. Ça va. Vous êtes admirable, vous êtes aimable. Merci beaucoup et je suis contente que vous avez aimé la session et que nous allons nous revoir la semaine prochaine. Et on va partager des nouvelles sur les espaces de co-apprentissage en novembre. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. Anticiper les emails. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup à nos facilitateurs.